Le montage en gestion de fortune n'est pas une simple accumulation d'actifs, mais une architecture financière dynamique, conçue pour maximiser la préservation du capital tout en générant des rendements ajustés aux risques tolérés par le client. Cette structure repose sur 3 piliers indissociables: la diversification stratifiée, la liquidité hiérarchisée et l'optimisation fiscale intégrée. La diversification ne se limite pas à la répartition entre actions, obligations et immobilier. Elle implique une segmentation par classe d'actifs sous-jacents, par géographie, par corrélation historique et par sensibilité aux cycles économiques. La liquidité doit être organisée en niveaux: trésorerie immédiate, actifs facilement convertibles et instruments à court terme avec garantie de capital, afin de répondre à des besoins imprévus sans forcer la vente d'actifs à long terme. L'optimisation fiscale ne se résume pas à l'utilisation de dispositifs déductibles, mais à la planification proactive des flux de revenus, des cessions de biens et des transmissions, en alignement avec les cadres juridiques des pays d'habitation, de résidence fiscale et de détention d'actifs. La gouvernance du montage exige un cadre contractuel clair entre le client, le gestionnaire et les intermédiaires externes, notaires, avocats, trustés, avec des rôles précis définis dans un document de gouvernance patrimoniale. Ce document inclut les pouvoirs de décision, les seuils d'autorisation pour les mouvements de capitaux, les protocoles de communication et les critères d'évaluation de performance. Les montages complexes intègrent souvent des structures offshore ou semi-offshore, non pour échapper à la loi, mais pour bénéficier de régimes juridiques plus stables, transparents et adaptés à la détention transfrontalière d'actifs. Le choix des juridictions s'appuie sur des critères objectifs: stabilité politique, reconnaissance internationale des contrats, absence de double imposition et accès aux marchés financiers liquides. Aucun montage ne peut être considéré comme optimal s'il ne respecte pas le principe de substance économique. Chaque entité juridique doit avoir une raison d'être réelle, une présence physique ou opérationnelle minimale, et une fonction claire dans la chaîne de valeur du patrimoine. L'analyse du profil de risque du client ne se fait pas uniquement par questionnaire, mais par une évaluation comportementale approfondie, croisée avec ses antécédents financiers, ses expériences passées en crise et ses objectifs de transmission. Un client qui a perdu 40% de son portefeuille en 2008 aura une tolérance au risque différente d'un client qui a accumulé sa richesse dans un contexte de croissance continue. Cette distinction influence directement la répartition des allocations, la durée d'investissement et la stratégie de rebalancement. Le montage doit donc être personnalisé à ce niveau psychologique, pas seulement quantitatif. Les outils de simulation de scénarios, Monte Carlo, stress test, analyse de VAR, sont utilisés pour modéliser l'impact de chocs extrêmes sur la structure globale, permettant d'ajuster les paramètres avant qu'ils ne deviennent critiques. La transparence totale des coûts, frais de gestion, commissions, taxes cachées, coûts d'opportunité est un impératif éthique et réglementaire dans les juridictions matures. Toute omission ou obscurcissement de ces éléments constitue une violation des normes fiduciaires. La synchronisation entre les différents agents intervenants, banquiers privés, fiscalistes, assureurs, experts immobiliers, est assurée par une plateforme numérique centralisée, où chaque action est enregistrée, taille-stampée et validée par les parties concernées. Cela évite les duplications, les retards et les conflits d'intérêts. Le monitoring continu des actifs est effectué via des indicateurs clés de performance, KPI, spécifiques à chaque catégorie: ratio de dividendes pour les actions, spread de crédit pour les obligations, cap rate pour l'immobilier, volatilité annualisée pour les alternatives. Ces KPI sont revus mensuellement et analysés en comparaison avec les benchmarks sectoriels et les objectifs initiaux du client. Tout écart supérieur à 15% par rapport à la trajectoire prévue déclenche une alerte automatique et une revue stratégique. Le montage n'est pas figé, il est un organisme vivant, régi par des règles, mais adaptable aux changements macroéconomiques, législatifs et personnels. La conformité aux normes internationales, notamment les directives CRS, FATCA, AML et les standards de l'OCDE sur la transparence fiscale, n'est pas une contrainte administrative, mais un levier de confiance. Les clients fortunés choisissent leur gestionnaire en fonction de leur capacité à démontrer une conformité rigoureuse, car cela protège leur réputation et réduit les risques de sanctions ou de saisie. Les audits internes annuels, réalisés par des cabinets tiers indépendants, sont obligatoires pour toute structure dépassant 10 millions d'euros d'actifs sous gestion. La documentation fournie à ces auditeurs doit inclure les preuves de l'origine des fonds, les décisions d'investissement justifiées, les rapports de performance et les communications avec le client. L'absence de cette traçabilité compromet non seulement la légalité, mais aussi la pérennité du montage.
Les montages modernes intègrent désormais des mécanismes de blockchain pour authentifier les transferts d'actifs et les changements de bénéficiaires, garantissant une immutabilité des enregistrements et une sécurité accrue contre la fraude. Les technologies d'intelligence artificielle sont utilisées pour prédire les tendances de liquidité, identifier les opportunités de rééquilibrage optimal et détecter les anomalies dans les flux financiers. Ces systèmes analysent des milliers de variables simultanément. Taux d'intérêt, cours des matières premières, mouvements de change, publications réglementaires, données de marché des hedge funds et comportements des concurrents. Ils ne prennent pas de décision, mais fournissent des recommandations probabilistes, que le gestionnaire valide ou rejette selon son jugement professionnel. Le rôle humain reste central, l'IA améliore la précision, mais ne remplace pas la responsabilité. La responsabilité légale et éthique incombe toujours au conseiller désigné, qui doit pouvoir expliquer chaque décision prise, même si elle découle d'une recommandation algorithmique. Cette synergie entre intelligence artificielle et expertise humaine est devenue le nouveau standard dans les grandes familles et les fondations institutionnelles. Les montages doivent anticiper les changements démographiques et familiaux. Naissance, mariage, divorce, décès, migration. Chaque événement personnel modifie les objectifs de transmission, les droits de succession et les besoins en liquidité. Un montage bien conçu inclut donc des clauses de révision automatique, activées par des événements vitaux détectés par des systèmes de veille juridique. Ces clauses peuvent prévoir la redistribution des parts, la création de trusts enfants, la conversion d'actifs en produits de rente viagère ou l'activation de garanties de décès. La planification successorale ne commence pas après la mort, mais dès le premier jour du montage. Elle est intégrée dans la structure juridique, les contrats d'assurance vie, les testaments et les donations entre vifs. L'objectif est d'éviter les contentions, les ventes forcées et les pertes de valeur lors de la transition. Les notaires et les experts en droit international sont consultés trimestriellement pour ajuster les dispositions en fonction des évolutions législatives dans les pays concernés. L'évaluation de la performance du montage ne se base pas uniquement sur le rendement absolu, mais sur le rendement ajusté au risque, mesuré par des ratios comme le Sharpe, le Sortino et le Calmar. Un portefeuille qui génère 8% avec une volatilité de 15% est moins performant qu'un autre qui offre 6% avec une volatilité de 5%. Le benchmark utilisé doit être adapté à la composition réelle du montage, pas à un indice général comme le MSCI World. Pour un montage contenant 30% d'immobilier privé, 20% d'obligations corporates et 15% d'actions émergentes, le benchmark doit refléter cette mixité. Les performances sont comparées sur des horizons de 3, 5 et 10 ans, avec une attention particulière portée aux périodes de crise. La capacité à préserver le capital pendant les baisses de marché est un indicateur plus fiable de la qualité du montage que les gains en période de croissance. Les gestionnaires qui excèdent leurs benchmarks pendant les crises sont récompensés par des augmentations de commissions ou des bonus de performance, car ils démontrent une maîtrise supérieure de la gestion du risque. La communication avec le client est structurée selon un calendrier fixe. Rapport trimestriel détaillé, réunion semestrielle de revue stratégique, mise à jour en temps réel via une application sécurisée, et alertes immédiates en cas de changement majeur dans un actif clé. Ces rapports ne sont pas des présentations marketing, mais des documents techniques contenant des tableaux de bord, des graphiques comparatifs, des analyses de corrélation, des estimations de fiscalité future et des scénarios de sortie. Le client doit comprendre pourquoi chaque décision a été prise, comment elle affecte sa situation globale, et quelles sont les alternatives non retenues. Cette transparence renforce la confiance, réduit les malentendus et facilite les décisions futures. Les clients les plus exigeants demandent même l'accès en lecture seule aux plateformes de trading et de reporting de leurs intermédiaires, ce qui exige une intégration technique robuste et une conformité stricte au RGPD ou à ses équivalents internationaux. La relation n'est plus celle d'un vendeur à un acheteur, mais celle d'un partenaire technique à un propriétaire de capital. La diversification stratifiée repose sur une hiérarchie d'actifs classés non par leur nature, mais par leur rôle fonctionnel dans le montage global. Le premier niveau est constitué des actifs de préservation de capital. Trésorerie en devises stables, obligations souveraines de premier rang, États-Unis, Allemagne, Suisse, Singapour, et dépôts garantis jusqu'à 100 000 € par la législation européenne. Ces actifs ne visent pas la croissance, mais la stabilité absolue. Ils constituent le socle sur lequel reposent toutes les autres stratégies. Le deuxième niveau comprend les actifs de génération de revenus, obligations corporates de haute qualité, titres de créances privées,
dividendes de sociétés cotées à forte rentabilité et loyers issus d'immobilier locatif de qualité. Ces actifs produisent des flux réguliers, permettant de financer les besoins courants sans toucher au capital initial. Le troisième niveau est celui de la croissance potentielle. Actions de croissance, fonds privés, venture capital, infrastructures et biens rares, art, vin, montres de collection. Chaque niveau est conçu pour répondre à un besoin spécifique, et leur poids est déterminé par le profil de risque du client, son horizon temporel et ses objectifs de transmission. Une famille souhaitant transmettre un patrimoine intact à la troisième génération priorisera les niveaux 1 et 2, avec une allocation minimale au niveau 3. À l'inverse, un entrepreneur en phase de retraite active cherchant à accroître sa richesse avant la transmission optera pour une exposition plus élevée au niveau 3, compensée par une couverture de risque via des options et des dérivés. La diversification ne consiste pas à répartir arbitrairement les fonds entre 10 actifs différents, mais à construire une pyramide de risque, où chaque couche absorbe une partie de la volatilité générée par les couches supérieures. Cette architecture permet de réduire la corrélation globale du portefeuille, même lorsque les marchés sont en crise. Les actifs alternatifs ne sont pas des accessoires, mais des composants essentiels de la diversification moderne. Les fonds immobiliers privés, REITs non cotés, les participations dans des entreprises familiales, les crédits privés, les fonds de capital investissement à impact social et les infrastructures énergétiques renouvelables offrent des rendements non corrélés au marché traditionnel. Leur faible liquidité est un avantage, car elle empêche les ventes paniquées en période de stress. Leur valorisation est basée sur des cash flows réels, pas sur des spéculations boursières. L'allocation à ces actifs nécessite une expertise spécialisée. La due diligence porte sur la qualité du promoteur, la localisation, les contrats de location, les garanties de rendement et les perspectives réglementaires. Un investissement dans un parc éolien offshore en mer du Nord, par exemple, doit être évalué selon des critères techniques, environnementaux et politiques spécifiques, pas selon la performance du CAC 90. L'approche géographique de la diversification doit aller au-delà de la simple répartition par continent. Elle exige une analyse des risques systémiques régionaux. La dépendance énergétique de l'Europe, la dette publique japonaise, la transition énergétique en Chine, la vulnérabilité politique du Brésil, la stabilité monétaire de l'Asie du Sud-Est. Un client domicilié en France ne doit pas avoir 70% de ses actifs en Europe simplement parce qu'il connaît mieux le marché. Il doit avoir une exposition équilibrée à des zones de croissance durable, avec des protections juridiques solides et des systèmes de protection des investisseurs efficaces. La Suisse, Singapour, les Émirats arabes unis, le Luxembourg et le Canada sont des destinations privilégiées pour la détention d'actifs en raison de leur neutralité, de leur transparence et de leur stabilité législative. Les juridictions à faible transparence, même si elles offrent des taux d'intérêt élevés, sont exclues des montages de haute qualité, car elles introduisent un risque de réputationnel et de confiscation implicite. La diversification par type de risque est souvent négligée. Il existe 5 types de risques fondamentaux. Risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité, risque inflationniste et risque juridico-fiscal. Un montage efficace les couvre tous simultanément. Par exemple, les obligations indexées sur l'inflation, OATI en France, type aux États-Unis, protègent contre la perte de pouvoir d'achat, tandis que les contrats d'assurance vie avec clause de garantie en capital couvrent le risque de décès prématuré. Les swaps de taux d'intérêt permettent de se protéger contre une hausse brutale des taux, et les assurances contre les risques politiques, expropriation, gel de compte, sont indispensables pour les actifs détenus hors UE. Chaque couverture est calculée en fonction du volume d'actifs exposés, du coût de la prime et de la probabilité historique du risque. Aucune protection n'est ajoutée par mode de pensée, mais par analyse quantitative et par retour d'expérience. La diversification horizontale entre actifs de même nature mais de provenance différente est aussi cruciale. 2 fonds d'actions américaines peuvent avoir une exposition quasi identique à Apple, Microsoft et Amazon, ce qui ne constitue pas une diversification réelle. Il faut rechercher des fonds avec des méthodologies d'analyse différentes. L'un basé sur la croissance, l'autre sur la valeur, le troisième sur les facteurs ESG. De même, 2 fonds immobiliers peuvent investir dans des immeubles de bureaux, mais l'un en zone urbaine centrale, l'autre en banlieue industrielle, avec des profils de locataires, de durabilité et de rentabilité très distincts. La diversification ne se mesure pas au nombre d'actifs, mais à la variance de leurs caractéristiques sous-jacentes.
Des algorithmes de clustering statistique sont utilisés pour identifier les duplications cachées et optimiser les allocations en conséquence. La diversification temporelle est un concept souvent ignoré. Les entrées en position ne doivent pas être concentrées dans un seul moment. L'investissement en tranches, dollar cost averaging, est appliqué à grande échelle pour les actifs illiquides. Plutôt que d'acheter 10 millions d'euros d'immobilier commercial en une fois, on réalise 3 acquisitions de 3 300 000 euros sur 18 mois, en fonction des conditions du marché, des prix de transaction et des opportunités de financement. Cela réduit le risque d'achat au sommet d'un cycle. De même, les placements en fonds privés sont programmés sur plusieurs années, en lien avec les appels de fonds des GP, General Partners. Cette approche permet d'acquérir des participations à des niveaux de prix variés et d'atténuer l'impact des cycles de marché. La discipline de timing est plus importante que la sélection d'actifs dans certains segments. La diversification par source de revenus est un pilier de la résilience patrimoniale. Un client dont les revenus proviennent uniquement de dividendes d'actions américaines est vulnérable à un choc sectoriel ou à un changement de politique fiscale. Il doit disposer de multiples sources, loyers, revenus de brevets, royalties de propriété intellectuelle, distribution de fonds de private equity, intérêts de crédit privé, revenus de projets de transition énergétique. Chaque source doit être indépendante, avec des contrats stables, des partenaires fiables et des mécanismes de paiement automatisés. La fragmentation des revenus réduit la dépendance à un seul flux, ce qui augmente la sécurité globale du montage. Cette stratégie est particulièrement critique pour les clients ayant un patrimoine familial important, où la survie du modèle économique dépend de la continuité des flux. Les actifs liés à la transition écologique et à la transformation numérique ne sont plus des niches, mais des composantes essentielles du montage moderne. Les investissements dans les énergies renouvelables, les technologies de stockage d'énergie, les infrastructures de recharge électrique, les data centers à faible empreinte carbone et les plateformes de santé connectées offrent des rendements stables, soutenus par des régulations favorables et des subventions publiques. Ces actifs bénéficient également d'une demande croissante de la part des investisseurs institutionnels soumis aux normes ESG. Leur valorisation est étroitement liée à leur impact mesurable, ce qui les rend plus résistants aux fluctuations spéculatives. Les montages exclusivement orientés vers des secteurs traditionnels, pétrole, industrie lourde, finance classique, sont en déclin structurel, car ils sont confrontés à des risques réglementaires, technologiques et de réputation croissants. La diversification des intermédiaires est un levier de sécurité souvent sous-estimé. Ne pas utiliser un seul banquier privé, un seul assureur, un seul notaire ou un seul cabinet d'audit est une règle fondamentale. Les montages de haut niveau utilisent 3 banques privées différentes pour la détention des actifs, 2 cabinets d'audit indépendants pour les vérifications, et 4 juristes spécialisés dans les domaines de la succession, de la fiscalité internationale et du droit des sociétés. Cette redondance n'est pas un gaspillage, mais une assurance contre les risques systémiques. Les processus sont standardisés, mais les acteurs sont multiples, ce qui crée un système de contrôle croisé. Enfin, la diversification mentale est indispensable. Le gestionnaire ne doit jamais se laisser enfermer dans une seule philosophie d'investissement. Le value investing, le growth investing, le momentum, le quantitatif, le fondamental, le technologique, l'impact, tous ont leur place, selon les phases du cycle économique. Un montage rigide, piloté uniquement par une idéologie, est voué à l'échec en période de mutation. Les meilleures équipes de gestion combinent plusieurs approches, en ajustant leur pondération selon les signaux du marché. Elles utilisent des comités d'investissement pluridisciplinaires, composés d'analystes de différents profils, pour prendre des décisions collectives, évitant ainsi les biais cognitifs individuels. La diversification, dans sa forme la plus avancée, est une culture organisationnelle, pas une simple liste d'actifs. La liquidité dans un montage de gestion de fortune n'est pas une réserve passive, mais un système nerveux actif, organisé en niveaux fonctionnels, chacun répondant à des besoins spécifiques avec une latence et un coût de conversion défini. Le premier niveau, appelé liquidité immédiate, correspond à la trésorerie disponible en compte courant ou en livret garanti, représentant 3 à 5% du patrimoine total. Ce niveau est destiné à couvrir les dépenses courantes du client, impôts, frais de vie, remboursement de dettes, dons ponctuels sans aucune intervention externe. Il est maintenu en devise stable, euro, franc suisse, dollar américain, et placé dans des instruments à très faible risque, comme les dépôts à vue ou les OAT à court terme.
Son objectif n'est pas de générer un rendement, mais d'assurer une disponibilité instantanée, sans délai ni pénalité. Le deuxième niveau, liquidité rapide, regroupe les actifs convertibles en espèces en moins de 72 heures sans perte significative de valeur. Il inclut les fonds monétaires à haute qualité, les obligations d'État à maturité inférieure à 12 mois, les certificats de dépôt négociables, CDN, et les ETF liquides sur les indices de marché développés. Ce niveau représente 10 à 15% du patrimoine et sert à faire face à des besoins imprévus. Une opportunité d'achat exceptionnelle, une urgence médicale, une obligation fiscale soudaine ou une exigence de garantie bancaire. Il est géré de manière active, avec un rebalancement hebdomadaire pour maintenir la qualité et la liquidité. Les pertes potentielles sont limitées à moins de 0,5% en cas de stress de marché, grâce à la sélection rigoureuse des émetteurs et à la limitation des durations. Le troisième niveau, liquidité structurée, comprend des instruments à moyen terme, 1 à 3 ans, qui peuvent être vendus rapidement sur des marchés secondaires, mais qui nécessitent une négociation plus complexe. Il inclut les obligations corporates de grade investment, les parts de fonds immobiliers liquides, les contrats de prêt participatifs et les titres adossés à des créances de qualité. Ce niveau représente 15 à 20% du patrimoine et agit comme un amortisseur entre la liquidité immédiate et les actifs à long terme. Il est utilisé pour financer des projets de restructuration, des acquisitions ciblées ou des transitions de patrimoine. Sa particularité est qu'il génère un rendement annuel stable, souvent entre 3 et 5%, tout en conservant une capacité de sortie relativement rapide en cas de besoin. Les contrats sont conçus avec des clauses de rachat anticipé, permettant de récupérer le capital sans pénalité dans des délais courts. Le quatrième niveau, liquidité conditionnelle, est constitué d'actifs illiquides mais dotés de mécanismes de préfinancement ou de garantie de reprise. Il inclut les participations dans des fonds de capital investissement avec des appels de fonds programmés, les biens immobiliers sous contrat de vente anticipée, les créances commerciales négociables via des plateformes de secondary market, et les polices d'assurance vie avec option de rachat partiel. Ce niveau représente 20 à 25% du patrimoine et n'est pas accessible en cas de besoin immédiat, mais peut être mobilisé en quelques semaines si nécessaire. Son utilisation est encadrée par des protocoles stricts. Une demande de mobilisation doit être justifiée par un événement majeur, maladie, décès, opportunité d'investissement supérieure à 20% de rendement attendu, et soumise à l'approbation d'un comité de liquidité. La plupart des montages de haute qualité intègrent des lignes de crédit garanties par ce niveau, permettant d'emprunter jusqu'à 60% de sa valeur sans vendre les actifs. Le cinquième niveau, liquidité latente, est constitué d'actifs à très long terme, mais dont la valeur peut être estimée avec fiabilité et qui peuvent être vendus en cas de crise majeure. Il inclut les biens immobiliers de prestige, les œuvres d'art, les collections de voitures anciennes, les brevets industriels et les participations minoritaires dans des entreprises familiales. Ce niveau représente 25 à 30% du patrimoine et ne doit jamais être mobilisé pour des besoins ordinaires. Il sert de dernier recours en cas de crise systémique, de perte de revenus durables ou de changement radical du cadre fiscal. Sa valorisation est effectuée annuellement par des experts indépendants, et les estimations sont conservées dans un registre mis à jour. Ce niveau est souvent couvert par des assurances spécifiques, contre la perte de valeur, la destruction, le vol, et par des contrats de vente anticipés avec des acheteurs qualifiés, permettant une sortie rapide en cas d'urgence. La hiérarchisation de la liquidité est renforcée par des systèmes automatisés de surveillance des flux. Chaque niveau est relié à une plateforme de gestion de trésorerie qui surveille en temps réel les soldes, les engagements futurs, les dates de paiement des impôts, les échéances de dette et les projections de revenus. Les alertes sont configurées selon des seuils dynamiques. Si la liquidité immédiate tombe en dessous de 2,5% du patrimoine, un signal est déclenché pour transférer des fonds depuis le niveau 2. Si le niveau 2 descend en dessous de 10%, le niveau 3 est mobilisé de manière progressive. Ces transferts sont préprogrammés, mais requièrent une validation manuelle pour éviter les mouvements excessifs. Cette automatisation réduit les risques humains, les délais de réaction et les erreurs de calcul. La gestion des dettes est intégrée à la hiérarchie de liquidité. Toute dette contractée par le client ou par les entités du montage doit être structurée en fonction de la liquidité disponible. Les emprunts à court terme ne doivent jamais dépasser 30% de la liquidité rapide, et les emprunts à long terme doivent être garantis par des actifs du niveau 4 ou 5. Les taux d'intérêt sont négociés en fonction de la qualité des garanties,
et les échéances sont alignées sur les prévisions de flux de trésorerie. Un client qui emprunte pour acheter un bien immobilier ne doit pas utiliser sa trésorerie immédiate pour payer les mensualités. Il doit utiliser les revenus générés par les autres niveaux. Cette séparation des flux évite la dilution du capital et maintient la stabilité du montage. Les lignes de crédit revolving, accordées par les banques privées sur la base du patrimoine total, sont utilisées comme un levier de flexibilité. Elles permettent d'accéder à des fonds sans vendre d'actifs, à condition que le ratio d'endettement ne dépasse pas 40% du patrimoine net. Ces lignes sont renouvelables, à taux variable, et sont souvent garanties par des portefeuilles de valeurs mobilières. Elles sont particulièrement utiles pour exploiter des opportunités d'investissement à court terme, comme une acquisition immobilière en vente forcée ou un rachat d'actions en baisse. Leur coût est inférieur à celui d'une vente d'actifs à long terme, car elles évitent les frais de transaction, les impôts sur les plus-values et les pertes de rendement futures. Leur utilisation est strictement encadrée par un comité de crédit interne, qui valide chaque demande selon des critères objectifs. Motif, montant, durée, garantie et impact sur la structure globale. La diversification des sources de liquidité est essentielle. Ne pas compter uniquement sur une banque pour accéder à des lignes de crédit ou à des produits de trésorerie est une erreur fréquente. Les montages robustes utilisent 3 institutions financières différentes pour la détention de la liquidité, afin d'éviter les risques de blocage, de faillite ou de changement de politique interne. Les comptes sont répartis entre une banque suisse, une banque luxembourgeoise et un trust offshore réglementé. Chaque institution propose des produits différents. L'une offre des fonds monétaires à taux élevés, l'autre des CDN négociables, la troisième des garanties de dépôt étendues. Cette redondance assure que, même en cas de défaillance partielle du système financier, la liquidité reste accessible. Les contrats d'assurance vie à versement libre sont un outil central de liquidité conditionnelle. Ils permettent de constituer une réserve de fonds fiscalement avantageuse, avec possibilité de retrait partiel sans imposition sur les gains, tant que les modalités sont respectées. Dans certains pays, comme la France ou la Belgique, les retraits effectués après 8 ans sont exonérés d'impôt sur le revenu, et les gains sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique. Ces contrats sont structurés avec des supports en fonds en euros, en unités de compte et en fonds immobiliers, permettant une flexibilité de liquidation selon les besoins. Ils sont souvent combinés à des clauses de nomination de bénéficiaires, ce qui en font un instrument de transmission et de liquidité en un seul produit. Leur gestion exige une connaissance fine des règles fiscales et de la réglementation des assurances-vie, qui varient selon les juridictions. Les montages de haute qualité intègrent des mécanismes de prévision de trésorerie à 18 mois à l'avance. En utilisant des données historiques des dépenses du client, les échéances fiscales, les prévisions de revenus et les sorties de capitaux prévues, donations, héritage, acquisition, un modèle prédictif calcule les besoins futurs avec une précision de plus ou moins 5%. Ce modèle est mis à jour mensuellement et alimente les décisions de rebalancement. Si une grande dépense est prévue dans 6 mois, les liquidités sont progressivement augmentées au niveau 2 ou 3 pour éviter la vente d'actifs à long terme. Cette anticipation transforme la liquidité d'un simple réservoir en un système intelligent, capable de s'ajuster avant que le besoin ne se manifeste. Enfin, la liquidité n'est pas un but, mais un moyen. Son objectif ultime est de préserver la liberté de décision du client. Un patrimoine bien structuré permet de dire non aux pressions extérieures, de refuser des opportunités mauvaises, de patienter en période de surchauffe et d'agir avec calme en période de crise. La liquidité hiérarchisée donne cette liberté. Elle élimine la peur de l'urgence, la pression des vendeurs, les décisions impulsives et les pertes causées par la précipitation. C'est la colonne vertébrale de la sérénité patrimoniale. L'optimisation fiscale dans la gestion de fortune ne consiste pas à contourner les lois, mais à placer les actifs et les flux dans les juridictions et les structures les plus efficaces, conformément aux textes existants. Elle repose sur 3 principes fondamentaux: la territorialité, la subsidiarité et la matérialité. La territorialité signifie que chaque actif est détenu dans la juridiction où il génère le moins d'impôts possible, sans violer les conventions fiscales internationales. La subsidiarité impose que les entités juridiques soient placées dans les structures les plus simples possibles, évitant les superpositions inutiles. La matérialité exige que chaque entité ait une véritable existence économique. Bureau, employés, activité réelle, et non une simple boîte postale.
Toute structure vide de substance est aujourd'hui exposée à des sanctions fiscales et à des requalifications par les autorités. Les montages modernes utilisent des structures en cascade, où chaque entité joue un rôle spécifique. Par exemple, une holding en Luxembourg détient des actions d'entreprises européennes, une société en Suisse gère les actifs immobiliers, et une fiducie aux îles Caïmans détient des fonds d'investissement alternatifs. Chaque structure est choisie en fonction de son régime fiscal spécifique. Le Luxembourg offre un traitement favorable aux dividendes, la Suisse exonère les plus-values immobilières pour les non-résidents, et les îles Caïmans ne prélevaient aucun impôt sur les revenus de capitaux. Les flux entre ces entités sont structurés selon des tarifs de transfert justifiés, conformes aux normes OCDE de prix de transfert, évitant ainsi les requalifications fiscales. Les contrats intersociétés sont rédigés par des juristes spécialisés, et les justificatifs de coûts et de services sont archivés pour chaque transaction. La planification fiscale proactive intègre les changements législatifs avant leur mise en œuvre. Les équipes de conseil suivent en temps réel les projets de loi dans les 20 principales juridictions fiscales. Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Singapour, Hong Kong, Émirats arabes unis, Luxembourg, Monaco, Andorre, Malte, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Suède, Canada, Australie, Japon, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande. Lorsqu'un projet de loi est annoncé par exemple, la suppression de l'exonération des plus-values sur les actions détenues plus de 10 ans en France, les gestionnaires anticipent la restructuration du montage, en transférant les actifs concernés vers des structures offshore avant la date d'entrée en vigueur. Cette anticipation est rendue possible par des systèmes de veille juridique automatisés, qui analysent les discours politiques, les amendements parlementaires et les publications officielles pour identifier les tendances à venir. Les outils fiscaux les plus puissants sont les trusts, les fondations et les sociétés de famille. Un trust en Angleterre ou aux îles Caïmans permet de transférer des actifs hors du patrimoine du constituant tout en conservant un contrôle indirect, sans engendrer de droits de succession immédiat. Une fondation en Liechtenstein ou au Panama peut être dotée d'un objectif philanthropique, ce qui permet de réduire l'assiette taxable tout en soutenant des causes sociales. Les sociétés de famille, en particulier dans les pays comme la Belgique ou la Suisse, permettent de centraliser la gestion de plusieurs actifs sous une seule entité, avec une fiscalité avantageuse sur les dividendes et les plus-values. Leur efficacité dépend de leur conception. Elles doivent avoir un capital social suffisant, un conseil d'administration indépendant, des comptes audités et des activités réelles, sinon elles sont considérées comme des abus de droit. L'optimisation fiscale des revenus passe par la différenciation des types de revenus. Un revenu de dividende est imposé différemment d'un revenu de location, d'un gain en capital ou d'un intérêt. Les montages sophistiqués exploitent ces différences en répartissant les actifs de manière à générer les revenus les plus favorisés fiscalement. Par exemple, les obligations d'État allemandes génèrent des intérêts imposables à un taux réduit en France grâce à la convention fiscale bilatérale. Les parts de fonds immobiliers cotés, SCPI, permettent de transformer des revenus fonciers en revenus de capitaux, soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Les contrats d'assurance vie permettent de différer l'impôt sur les gains jusqu'au retrait et de bénéficier d'une exonération partielle après 8 ans. Chaque décision d'allocation est guidée par une analyse comparative des taux d'imposition nets après impôts, frais et prélèvements. Les conventions fiscales internationales sont des leviers stratégiques. La France, par exemple, a signé plus de 120 conventions de non-double imposition. Chacune définit quel pays a le droit d'imposer quel type de revenu, et à quel taux. Un client domicilié en France mais possédant un bien immobilier en Suisse ne paie pas l'impôt sur le revenu en France sur les loyers, car la convention prévoit que seul le pays où se trouve le bien peut le taxer. Mais si le client touche des dividendes d'une société suisse, la France peut imposer ses revenus, à hauteur de 15% selon la convention. La compréhension fine de ces textes permet de choisir les juridictions d'investissement en fonction de leur impact fiscal net, pas de leur réputation. Les montages les plus performants sont ceux qui exploitent les lacunes légales permises par les conventions, sans les contourner. Les filiales de gestion et les sociétés de gestion de patrimoine sont souvent installées dans des juridictions à fiscalité neutre, comme le Luxembourg ou Singapour, pour éviter les impôts sur les gains de gestion. Ces sociétés facturent des honoraires de gestion à la holding parentale, réduisant ainsi le profit imposable dans les pays à forte imposition. Ces honoraires doivent être justifiés par des services réels. Analyse de marché, gestion de portefeuille, reporting, conformité, assistance juridique.
Le montant des honoraires est déterminé selon les normes OECD, et des études comparatives de marché sont conservées pour prouver leur caractère arm's length. Cette structure permet de transférer une partie du profit vers des entités situées dans des pays à taux d'imposition réduit, sans violer les règles anti-abus. Les mécanismes de report d'impôts sont essentiels dans les montages à long terme. Les gains en capital réalisés dans des fonds privés ou des participations non cotées ne sont pas imposés tant qu'ils ne sont pas distribués. Cela permet de différer l'impôt pendant des décennies, en réinvestissant les profits dans de nouveaux actifs. Les contrats d'assurance vie et les structures de capital investissement sont conçus pour maximiser ce report. Les transferts de patrimoine entre générations sont également optimisés en utilisant des donations partielles chaque année, dans les limites des abattements fiscaux. En France, un parent peut donner jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans à chaque enfant sans impôt. En combinant plusieurs donateurs, parents, grands-parents, oncles, il est possible de transférer plusieurs millions d'euros sans taxation. Cette stratégie exige une planification minutieuse, une coordination des dates et une documentation rigoureuse. Les structures en chaîne de titres sont utilisées pour réduire l'impôt sur les plus-values. Au lieu de vendre directement une participation dans une entreprise, le client transfère la participation à une holding intermédiaire, puis vend cette holding, bénéficiant d'un régime fiscal plus favorable. Par exemple, la vente d'une holding luxembourgeoise peut être exonérée d'impôt sur les plus-values si elle détient moins de 10% du capital d'une société non cotée. Cette méthode est couramment utilisée dans les groupes familiaux pour éviter l'imposition directe sur les actifs industriels ou immobiliers. Les juristes spécialisés en droit des sociétés conçoivent ces structures avec des délais de détention précis, des seuils de participation et des clauses de non-cession pour garantir la conformité. Les audits fiscaux internes sont réalisés trimestriellement par des cabinets tierces indépendants, qui vérifient la conformité de chaque entité, la justification des transferts de prix, la cohérence des déclarations fiscales et la pertinence des choix de juridiction. Les résultats sont présentés aux clients et au comité de surveillance, avec un plan d'action pour corriger les écarts. Les points faibles identifiés sont traités dans les 30 jours. Les audits externes sont obligatoires pour tout montage dépassant 10 millions d'euros, selon les normes de l'OCDE et de l'AMF. Les montages qui ne les réalisent pas sont considérés comme non conformes par les institutions financières, ce qui entraîne des blocages de comptes et des refus de transfert. Enfin, la communication fiscale avec le client est transparente et documentée. Chaque décision d'optimisation est accompagnée d'un rapport écrit, signé par le fiscaliste et le gestionnaire, expliquant la base légale, les alternatives rejetées, les risques associés et les impacts futurs. Le client signe une attestation de compréhension, ce qui protège les conseillers en cas de réclamation ultérieure. Cette démarche éthique et professionnelle distingue les montages légaux des schémas frauduleux. L'optimisation fiscale n'est pas un secret, mais une science rigoureuse, pratiquée avec discipline, documentation et respect des lois. Elle est la marque des gestionnaires de patrimoine de haut niveau. La gouvernance patrimoniale est la colonne vertébrale d'un montage de gestion de fortune de qualité. Elle ne se limite pas à une charte de bonne conduite, mais à un ensemble de documents juridiquement contraignants, de rôles clairement définis, de procédures de décision et de mécanismes de contrôle qui assurent la continuité, la transparence et la protection du patrimoine. Sans gouvernance formelle, même le montage le plus sophistiqué devient vulnérable aux conflits internes, aux erreurs de gestion, aux abus de pouvoir et aux tentatives de manipulation. Les montages modernes intègrent 3 documents fondamentaux: le protocole de gouvernance patrimoniale, PGP, le document de mandat de gestion, DMG, et le registre des décisions stratégiques, RDS. Le protocole de gouvernance patrimoniale est le document central. Il définit la structure organisationnelle du montage, les compétences de chaque acteur, les seuils de décision, les canaux de communication et les mécanismes de résolution des conflits. Il nomme explicitement le gestionnaire principal, le conseiller fiscal, le notaire, le trustee, le commissaire aux comptes, le représentant familial et le comité de surveillance. Il précise que toute décision impliquant un changement de plus de 10% de l'allocation d'actifs, la vente d'un actif clé, la modification du statut juridique d'une entité ou l'engagement d'une dette supérieure à 5% du patrimoine doit être approuvé par un vote à la majorité qualifiée du comité de surveillance. Ce comité est composé de 3 membres indépendants, choisis pour leur expertise juridique, financière ou familiale, et non pour leur lien de parenté avec le client. Le document de mandat de gestion, DMG, est un contrat signé entre le client et le gestionnaire.
Il détaille les objectifs de performance, les restrictions d'investissement, les seuils de risque, les fréquences de reporting, les critères de rémunération et les conditions de résiliation. Il est révisé annuellement et doit être conforme aux normes internationales de gestion fiduciaire, CFA Institute, Fiduciary Standard. Il interdit expressément les conflits d'intérêts. Le gestionnaire ne peut pas recommander des produits dans lesquels il a un intérêt personnel, ni percevoir des commissions cachées. Il stipule que les frais de gestion sont payés en fonction des actifs sous gestion, et non des performances, pour éviter les incitations à prendre des risques excessifs. Le DMG inclut également une clause de « fiducie de compétence », obligeant le gestionnaire à agir dans l'intérêt exclusif du client, même si cela va à l'encontre de ses propres intérêts commerciaux. Le registre des décisions stratégiques, RDS, est un journal numérique, sécurisé et inaccessible en écriture, où chaque décision importante est enregistrée avec sa date, son auteur, les arguments présentés, les alternatives examinées, la décision finale et la justification. Ce registre est audité chaque trimestre par un cabinet tiers et est utilisé en cas de litige, de réclamation ou de succession. Il protège le gestionnaire contre les accusations d'erreur ou de négligence, et il informe les héritiers des raisons pour lesquelles certaines décisions ont été prises. Par exemple, si un bien immobilier a été vendu en 2022 alors que le marché était en hausse, le RDS explique pourquoi. Probablement parce que le loyer était en baisse, que les coûts de maintenance augmentaient, ou que la fiscalité locale allait changer. Ce registre transforme la gestion en une activité transparente et traçable. Les rôles dans la gouvernance sont strictement séparés. Le gestionnaire ne décide pas des décisions fiscales, le fiscaliste le fait. Le notaire ne gère pas les investissements, il valide les transferts de propriété. Le trustee ne prend pas de décision d'investissement, il exécute les ordres du comité de surveillance. Cette séparation des fonctions empêche les concentrations de pouvoir et réduit les risques de fraude. Les mandats sont donnés par écrit, avec des délais de validité et des conditions de renouvellement. Les personnes chargées de la gestion ne peuvent pas être membres de la famille du client, sauf si elles sont certifiées par une institution reconnue et soumises à un contrôle indépendant. Cette règle est universellement appliquée dans les montages de plus de 50 millions d'euros. Les protocoles de décision sont formalisés selon un système de seuil. Pour les décisions de moindre importance, changement de banque, réajustement de 5% d'actifs, renouvellement d'un contrat d'assurance, le gestionnaire peut agir seul, après notification au comité. Pour les décisions moyennes, vente d'un actif d'une valeur supérieure à 2 millions d'euros, changement de stratégie d'investissement, introduction d'un nouvel actif alternatif, une consultation du comité est requise. Pour les décisions majeures, modification de la structure juridique, transfert de contrôle à une nouvelle génération, sortie d'un pays fiscal, changement de domicile du client, un vote à la majorité qualifiée, 3/4 des membres, est obligatoire. Chaque décision est votée par écrit, avec justification, et archivée dans le RDS. Les mécanismes de contrôle interne sont renforcés par des audits trimestriels réalisés par des cabinets indépendants. Ces audits vérifient la conformité des transactions avec les documents de gouvernance, la pertinence des décisions, la qualité des justificatifs et la traçabilité des flux financiers. Les résultats sont présentés aux clients et au comité de surveillance, avec un plan d'action pour corriger les écarts. Les points faibles identifiés sont traités dans les 30 jours. Les audits externes sont obligatoires pour tout montage dépassant 10 millions d'euros, selon les normes de l'OCDE et de l'AMF. Les montages qui ne les réalisent pas sont considérés comme non conformes par les institutions financières, ce qui entraîne des blocages de comptes et des refus de transfert. Les règles de succession sont intégrées dès la création du montage. Le protocole de gouvernance inclut une clause de transition, qui définit les conditions de passage du pouvoir à la génération suivante. Elle précise qui sera nommé comme nouveau gestionnaire, comment les héritiers seront informés, quels documents seront transmis, et quelles formations seront requises pour assumer les responsabilités. Elle prévoit également un mandat de tutelle pour les héritiers mineurs, avec un administrateur désigné par le comité. Cette clause est mise à jour chaque fois qu'un membre de la famille atteint un âge critique, 18, 25, 30 ans, et est vérifiée par un notaire spécialisé en droit international. Elle évite les conflits, les contestations et les ventes forcées après un décès. Les systèmes numériques de gouvernance sont centralisés sur une plateforme sécurisée, avec accès différencié selon les rôles. Le client a un accès en lecture seule à toutes les décisions, aux rapports et aux documents.
Le gestionnaire peut modifier les données de portefeuille, mais pas les documents de gouvernance. Le comité de surveillance peut valider ou rejeter les propositions de décision, mais ne peut pas modifier les actifs. Les accès sont protégés par 2 facteurs d'authentification, les logs sont conservés pendant 10 ans, et les modifications sont annotées avec l'identité de l'auteur et l'heure exacte. Cette technologie garantit l'intégrité des processus et empêche les falsifications. Les conflits d'intérêts sont prévenus par une déclaration annuelle de conformité signée par tous les acteurs. Chaque gestionnaire, fiscaliste, notaire et trustee doit déclarer tout lien personnel, financier ou familial avec un tiers impliqué dans le montage. Toute déclaration erronée ou dissimulée entraîne la résiliation immédiate du mandat et des poursuites civiles. Les montages de haut niveau utilisent des plateformes de vérification externe, comme les bases de données de la Banque mondiale ou de Transparency International, pour identifier les risques de corruption ou de blanchiment. La gouvernance n'est pas un formalisme, c'est un système de protection contre les risques humains. Enfin, la formation continue des acteurs est obligatoire. Les gestionnaires doivent suivre 20 heures de formation par an sur les nouvelles réglementations, les changements fiscaux et les évolutions des marchés. Les notaires doivent se tenir informés des réformes du droit de la succession dans les pays concernés. Les fiduciaires doivent être certifiés par des organismes reconnus comme le STEP, Society of Trust and Estate Practitioners. Cette exigence garantit que les compétences restent à jour, que les décisions sont fondées sur des connaissances actuelles, et que le montage évolue avec le monde. La gouvernance patrimoniale est vivante, dynamique et exigeante, et c'est précisément ce qui la rend invulnérable. Les technologies de monitoring ne reposent plus sur des tableaux Excel ou des rapports mensuels imprimés, mais sur des systèmes technologiques intégrés, capables de collecter, analyser et visualiser des milliers de données en temps réel. 3 technologies dominent cet écosystème: l'intelligence artificielle, la blockchain et les plateformes de reporting automatisé. Ensemble, elles transforment la gestion patrimoniale d'une activité réactive en une discipline proactive, précise et insensible aux erreurs humaines. Ces outils ne remplacent pas le conseiller, mais amplifient sa capacité à anticiper, à diagnostiquer et à agir avec une rapidité et une fiabilité impossibles à atteindre manuellement. L'intelligence artificielle est utilisée pour la détection précoce des anomalies, la prédiction des tendances de liquidité et l'optimisation des rebalancements. Des algorithmes d'apprentissage supervisés analysent les historiques de marché, les variations de taux d'intérêt, les mouvements de change, les publications réglementaires et les comportements des concurrents pour identifier des signaux faibles. Par exemple, si les prix des obligations d'État allemandes commencent à baisser de manière atypique pendant une période de stabilité politique, l'IA détecte un risque latent de tension sur les marchés obligataires et recommande un ajustement de la durée du portefeuille. Ces systèmes ne prennent pas de décision, mais produisent des scénarios probabilistes avec des niveaux de confiance que le gestionnaire valide ou rejette. L'efficacité réside dans la capacité à traiter des variables non linéaires et interdépendantes, comme la corrélation entre les prix du pétrole et les spreads de crédit des entreprises émergentes. La blockchain est utilisée pour authentifier les transferts d'actifs, les changements de bénéficiaires et les validations de conformité. Dans les montages utilisant des trusts, des fondations ou des holdings offshore, les contrats de propriété, les certificats d'action et les transferts de droits sont enregistrés sur une chaîne de blocs privés, cryptographiquement sécurisée et inaccessible en modification. Chaque transaction est timestampée, signée numériquement par les parties impliquées, et enregistrée de façon immuable. Cela élimine les risques de falsification de documents, de perte de pièces justificatives ou de contestation de propriété. Les héritiers peuvent vérifier leurs droits de succession directement sur la blockchain, sans passer par des notaires ou des tribunaux. Les institutions financières acceptent désormais ces enregistrements comme preuve légale dans les juridictions reconnues, comme le Luxembourg, Singapour et les Émirats arabes unis. Les plateformes de reporting automatisées centralisent toutes les données du montage: position d'actifs, rendement, frais, flux de trésorerie, obligations fiscales, échéances de paiement, alertes de risque et notifications de conformité. Elles sont accessibles en ligne, via une interface sécurisée, avec un accès différencié selon les rôles. Le client voit un tableau de bord synthétique, avec des indicateurs clés de performance, KPI, actualisés en temps réel. Rendement net après frais, volatilité annualisée, ratio de diversification, exposition aux risques géopolitiques, et niveau de liquidité disponible. Le gestionnaire accède aux données brutes,
aux historiques de transactions et aux rapports d'audit. Le comité de surveillance peut générer des rapports personnalisés, exporter des données pour des audits externes et recevoir des alertes automatiques en cas de déviation significative des objectifs. Les systèmes de veille réglementaire intégrés surveillent en continu les publications officielles des autorités fiscales, des banques centrales et des organismes internationaux. Ils analysent les changements dans les directives CRS, FATCA, DAC6, les règles de l'OCDE sur les prix de transfert et les nouvelles sanctions internationales. Lorsqu'un changement est détecté, le système alerte automatiquement le fiscaliste et le gestionnaire, avec un résumé des impacts potentiels et des recommandations d'ajustement. Par exemple, si la France annonce une nouvelle taxation des revenus des sociétés offshore, le système identifie les entités concernées, calcule l'impact fiscal sur le patrimoine et propose 3 scénarios de restructuration. Ce niveau d'anticipation réduit les risques de redressement fiscal de plus de 90%. Les algorithmes de scoring de risque attribuent une note à chaque actif, chaque entité et chaque juridiction sur la base de 120 indicateurs. Stabilité politique, transparence fiscale, qualité du système juridique, niveau de corruption, risque de guerre, volatilité des taux, liquidité du marché, etc. Ces scores sont actualisés quotidiennement. Si un pays passe sous un seuil critique par exemple, si la Turquie voit sa note de risque pays passer de 62 à 41 sur 100, le système recommande une réduction de l'exposition ou un transfert des actifs. Cette approche objective remplace les jugements subjectifs basés sur la réputation ou l'opinion. Les montages modernes ne se basent plus sur des sentiments, mais sur des données. Les systèmes de gestion de la liquidité sont connectés en temps réel aux comptes bancaires, aux plateformes de trading et aux contrats d'assurance vie. Ils prévoient les besoins futurs en trésorerie en analysant les dépenses récurrentes, les échéances fiscales, les paiements de dettes et les projets prévus. Si une dépense importante est prévue dans 45 jours, le système déclenche automatiquement un transfert de liquidité depuis le niveau 3 vers le niveau 2, sans intervention humaine. Cette automatisation garantit que le client ne soit jamais forcé de vendre un actif à long terme pour couvrir un besoin courant. Les alertes sont envoyées au gestionnaire seulement si une anomalie est détectée, par exemple, si le niveau de liquidité chute en dessous du seuil minimal pour une période prolongée. Les systèmes de conformité intégrés vérifient automatiquement que chaque transaction respecte les normes anti-blanchiment, AML, et les règles de connaissance du client, KYC. Avant tout transfert, le système compare les données du client avec les listes de sanctions internationales, vérifie l'origine des fonds, et exige la validation d'un document d'identité mis à jour. Si une transaction est suspecte, elle est bloquée et soumise à une revue manuelle. Cette automatisation réduit les risques de sanctions de 95% et permet aux gestionnaires de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la compliance bureaucratique. Les données sont stockées dans des centres de données sécurisés, conformes aux normes ISO 27001, avec sauvegarde cryptée, chiffrement de bout en bout, et accès uniquement via des clés physiques ou biométriques. Les serveurs sont situés dans des pays à forte protection des données, comme la Suisse ou le Luxembourg. Les accès sont audités chaque semaine, et les tentatives d'intrusion sont immédiatement signalées aux autorités. La cybersécurité n'est pas un luxe, c'est un impératif de survie pour les patrimoines de haut niveau. Enfin, les rapports générés par ces systèmes sont conçus pour être compréhensibles par le client, même s'il n'est pas expert. Les visualisations interactives permettent de naviguer entre les niveaux de détail, de la vue globale du patrimoine à la transaction individuelle. Les graphiques animés montrent l'évolution des allocations, la corrélation entre actifs, la sensibilité au taux d'intérêt et les scénarios de stress. Le client peut simuler des hypothèses. Que se passerait-il si les taux augmentaient de 2%? Ou, et si la valeur de mon appartement à Londres tombait de 30%? Ces simulations sont générées en quelques secondes et fournissent des réponses basées sur des modèles statistiques validés. Cette transparence renforce la confiance, réduit les malentendus et transforme la relation client-gestionnaire en un partenariat basé sur la connaissance partagée. La planification successorale n'est pas un événement à organiser après un décès, c'est une composante structurelle du montage, intégrée dès la première année de gestion. Son objectif n'est pas de réduire les droits de succession, mais de garantir la continuité, la stabilité et la préservation du patrimoine, en évitant les contentieux, les ventes forcées et les pertes de valeur. Les montages de haute qualité ne contiennent pas de testament isolé, mais une architecture juridique conçue pour fonctionner sans intervention judiciaire,
même en cas de décès brutal ou d'incapacité du titulaire. Cette approche repose sur 4 piliers: la désignation anticipée des bénéficiaires, la création de structures de transmission, l'alignement fiscal et la préparation des héritiers. La désignation anticipée des bénéficiaires est effectuée via des contrats de droit successoral, tels que les clauses de nomination dans les contrats d'assurance-vie, les trusts, les fondations et les sociétés de famille. Dans un contrat d'assurance-vie, le client peut désigner des bénéficiaires précis, avec des parts exactes, et ces désignations prévalent sur tout testament. Cela permet d'éviter les conflits entre héritiers, car les sommes sont versées directement, sans passer par la succession. Dans un trust, les bénéficiaires sont définis dans le Deed of Trust, et leurs droits sont protégés par un trustee indépendant. Dans une fondation, les bénéficiaires sont inscrits dans les statuts, et leur accès au patrimoine est conditionné à des critères objectifs: âge, accomplissement éducatif, engagement social, évitant ainsi les dépenses inconsidérées. Les structures de transmission sont conçues pour fonctionner sans intervention humaine. Les sociétés de famille, les fondations en Liechtenstein ou les trusts aux îles Caïmans sont dotées de clauses de continuation, qui prévoient la transmission automatique des pouvoirs de gestion à la génération suivante. Par exemple, si le fondateur décède, le conseil d'administration est automatiquement renouvelé selon un ordre de succession prédéfini, avec des critères de compétence et d'expérience. Les héritiers mineurs sont protégés par des administrateurs temporaires, désignés dans le document fondateur, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de majorité. Cette mécanique évite les vacances de pouvoir, les interventions judiciaires et les blocages administratifs. L'alignement fiscal est réalisé par la combinaison de donations partielles, de transferts anticipés et de structures à fiscalité avantageuse. En France, une donation de 100 000 € tous les 15 ans à chaque enfant est exonérée d'impôt. En combinant plusieurs donateurs, parents, grands-parents, oncles, il est possible de transférer plusieurs millions d'euros en 12 ans sans aucune taxation. Ces donations sont effectuées progressivement, avec des justificatifs complets et des enregistrements notariés. Les actifs transférés sont souvent des parts de holding, des fonds d'investissement ou des contrats d'assurance-vie, qui conservent leur valeur et leur rentabilité après le transfert. Le montage est conçu pour que ces transferts soient invisibles aux yeux des impôts, tout en étant parfaitement légaux. La préparation des héritiers est un élément souvent négligé, mais crucial. Les jeunes héritiers ne sont pas simplement informés de leur héritage, ils sont formés à sa gestion. Un programme de mentorat est mis en place, comprenant des sessions annuelles avec le gestionnaire, des études de cas sur les décisions passées, des lectures sur la finance et la gouvernance, et des exercices de simulation de gestion. Les héritiers participent aux réunions du comité de surveillance à titre observateur, puis progressivement à titre décisionnel. Ce processus d'apprentissage dure 5 à 10 ans, et est documenté dans un registre de compétences. Seuls les héritiers ayant validé ce programme peuvent accéder à la gestion complète du patrimoine. Cette approche évite les catastrophes causées par des héritiers inexpérimentés, qui vendent des actifs stratégiques ou engagent des dépenses irresponsables. Les clauses de non-distribution sont utilisées pour protéger les actifs contre les risques de divorce, de faillite ou de mauvaise gestion. Dans un trust, les bénéficiaires ne reçoivent pas directement les actifs, mais des distributions régulières, conditionnées à des critères de comportement ou de performance. Par exemple, un bénéficiaire peut recevoir 3% du patrimoine par an, mais seulement s'il termine un diplôme universitaire, s'il ne consomme pas de drogue, ou s'il participe à un programme de gouvernance familiale. Ces clauses sont légalement reconnues dans les juridictions anglo-saxonnes et en Suisse, et permettent de préserver le patrimoine contre les risques sociaux. Les contrats de transmission sont révisés tous les 3 ans, en fonction des changements législatifs, des évolutions familiales et des mutations du patrimoine. Un changement de nationalité, un mariage, une naissance, une rupture conjugale ou un décès d'un proche déclenche une revue automatique. Les notaires et les juristes spécialisés en droit international sont consultés pour adapter les clauses, les bénéficiaires et les mécanismes de distribution. Les mises à jour sont enregistrées dans le registre des décisions stratégiques et signées par toutes les parties concernées. Cette rigueur évite les contradictions et les ambiguïtés. Les systèmes numériques de transmission sont intégrés à la blockchain. Les droits de succession sont enregistrés comme des jetons numériques, avec des conditions d'exécution programmées. Par exemple, un jeton peut être débloqué uniquement si 2 conditions sont remplies. La date de naissance du bénéficiaire est supérieure à 25 ans, et un certificat de formation a été validé par le comité.
Ces jetons sont transférables, auditables et inviolables. Cette technologie élimine les délais judiciaires, les coûts de notaire et les litiges. Les héritiers reçoivent leurs droits en quelques jours, et non en plusieurs années. Les montages de haute qualité incluent un plan de continuité en cas de décès simultané des parents et des enfants. Ce plan prévoit des bénéficiaires de remplacement, des administrateurs de secours, et des fondations de bienfaisance désignées pour recevoir une partie du patrimoine si aucune descendance ne survit. Cette clause, appelée « clause de contingence absolue », est obligatoire dans les patrimoines dépassant 20 millions d'euros. Elle garantit que le patrimoine ne tombe pas dans le domaine public et qu'il continue de servir l'objectif initial, même en cas de catastrophe. Les communications avec les héritiers sont structurées et documentées. Chaque année, une réunion familiale est organisée, présidée par le gestionnaire, le notaire et le fiduciaire. Les décisions prises, les changements apportés, les motivations et les implications sont consignées dans un procès-verbal signé par tous. Les héritiers reçoivent une copie certifiée. Cette transparence réduit les tensions, évite les soupçons de partialité et renforce la cohésion familiale. La planification successorale n'est pas une question de loi, c'est une question de relations humaines, structurée par la technique. Vous avez maintenant compris que la gestion de fortune n'est pas une affaire de placement aléatoire, de produits financiers marketing ou de conseils improvisés. C'est une discipline scientifique, rigoureuse, structurée autour de 8 piliers interdépendants. La diversification stratifiée, la liquidité hiérarchisée, l'optimisation fiscale intégrée, la gouvernance contractuelle, les technologies de monitoring, la planification successorale, la conformité proactive et la gouvernance humaine. Chaque élément est conçu pour fonctionner en synergie, et chaque omission compromet l'ensemble. Si vous êtes gestionnaire, conseiller ou propriétaire de patrimoine, votre prochaine étape ne doit pas être de chercher un meilleur produit, mais de construire un meilleur système. Un système qui ne dépend pas de la chance, du hasard ou de la réputation d'un conseiller. Un système qui résiste aux crises, aux changements législatifs, aux conflits familiaux et aux erreurs humaines. Un système qui vous permet de dormir tranquille, même en pleine turbulence économique. Nous avons aidé plus de 237 familles et institutions à restructurer leur montage selon ces principes. Nous avons réduit les risques fiscaux de 78%, diminué les coûts de gestion de 32% et multiplié la stabilité patrimoniale par 4,5 sur 10 ans. Notre méthode n'est pas secrète, elle est juste rare. Parce qu'elle exige du temps, de la discipline et une volonté de ne pas suivre la foule. Si vous souhaitez mettre en œuvre ce modèle dans votre propre montage, ou si vous travaillez pour une institution qui gère des patrimoines de plus de 5 millions d'euros, nous mettons à votre disposition notre guide complet de montage de fortune, comprenant les modèles de protocole de gouvernance patrimoniale, PGP, les templates de documents de mandat de gestion, DMG, les checklists de conformité fiscale internationale, les algorithmes de scoring de risque à télécharger, les modèles de blockchain pour la transmission successorale. Ce guide est exclusivement réservé aux professionnels de la gestion de fortune. Il n'est pas vendu. Il est offert, mais seulement après validation de votre profil. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour recevoir ce guide en version PDF plus Excel, ainsi que nos mises à jour trimestrielles sur les changements fiscaux, les nouvelles juridictions et les évolutions technologiques qui impactent les patrimoines de haut niveau. Likez cette vidéo si vous pensez que la gestion de fortune mérite davantage que des slogans et des promesses creuses. Commentez ci-dessous avec le mot-clé « Structure », nous vous enverrons directement le lien d'accès au guide, avec un audit gratuit de votre montage actuel. Partagez cette vidéo avec un collègue, un client ou un dirigeant qui mérite de savoir comment protéger un patrimoine, pas juste le faire grossir. Parce que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en sécurité, en stabilité et en liberté. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Votre patrimoine mérite mieux. Et vous aussi.